Vladimir Vladimirovitch Poutine est-il vraiment en danger de mort? Tu vas découvrir la vérité qu'on nous cache dans cette vidéo. Dans mes souvenirs, la dernière personne qui avait menacé ouvertement Vladimir Poutine, c'était le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Vous pensez que Vladimir Poutine est un tueur? Oui, je le pense. Quel prix doit-il payer? Le prix qu'il doit payer, vous le verrez rapidement. Que le président de la première puissance mondiale puisse menacer Vladimir Poutine, je peux le comprendre. Mais jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un au sein de la Russie puisse oser défier le pouvoir de Vladimir Poutine. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. La base militaire de Rostov est un secteur clé pour l'armée russe, car c'est ici que sont coordonnées toutes les opérations militaires de la guerre en Ukraine. Prigojine assure que rien n'entrave le bon fonctionnement des soldats russes. Dès l'annonce de sa marche vers Moscou, l'état-major s'est mis en alerte et a multiplié les appels au calme, comme ici sur la première chaîne de télévision ou par le biais de militaires au gradé. Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. Il est inacceptable de faire le jeu de l'ennemi en ces temps difficiles pour le pays. Point de départ de cette rébellion, le bombardement supposé de casernes où étaient stationnés des paramilitaires de Wagner en Ukraine. Pour Evgeny Prigojine, Moscou a délibérément bombardé ses troupes pour mieux l'affaiblir. Le chef de Wagner ne nomme directement pas Vladimir Poutine et vise plutôt l'un de ses principaux bras droits, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans l'un de ses messages vidéo, il remet ouvertement en question l'intervention militaire russe en Ukraine, utilisée selon lui pour servir les intérêts d'un petit groupe d'oligarques. Le jour où j'ai vu Prigojine partir pour aller jusqu'à Moscou, je me suis dit mais cet homme est fou. Est-ce qu'il sait à qui il s'attaque? Et bon, dans les médias, on me disait partout que c'était la fin de Poutine, que Poutine était fini et que Prigojine allait prendre le pouvoir, qu'il allait faire un putsch. Des idées démocratiques. Donc, eux ne sont pas surpris. La surprise, elle est en Occident, je sais bien. Mais ici, non. Et les Ukrainiens savaient, moi je l'entends depuis si longtemps, depuis que je suis en Ukraine, depuis que j'y viens et reviens, ils savaient que leur victoire allait aussi se produire de cette manière. C'est-à-dire que le pouvoir russe allait s'effondrer, ou en tout cas allait s'affaiblir tellement qu'il serait contraint de reculer. Or, sur le plateau de BFM TV, il y avait un ancien mercenaire du groupe Wagner et il avait mis un froid sur le plateau. Bonsoir Marat Gabidouline, bienvenue. Vous êtes un ancien membre de Wagner. Je cite votre livre « Ma vérité, l'homme qui défie le Kremlin ». Et moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, et c'est chez Robert Laffont. Monsieur Gabidouline, que veut, selon vous, Prigojine? Quel est son objectif? Je pense que dans cette situation, il a un peu exagéré. Il a essayé de jouer contre les règles. Le plus probablement possible, il y avait une possibilité pour lui de sortir de cette guerre, pour lui ainsi que pour sa milice privée, pour qu'il continue à travailler sur le continent africain, ayant accompli leur rôle en Ukraine. Mais, étant donné que parfois il surestime ses capacités, il a considéré que c'était le moment opportun de s'adresser au président et de faire un choix entre
lui, en tant que dirigeant de guerre, et Shoigu. Shoigu, qui a démontré son incapacité totale en tant que leader militaire, et je pense que c'est tout à fait évident pour tout le monde. Et donc, lui, d'après lui, il pense que lui, en fait, serait une personne tout à fait efficace et qui a été tout à fait efficace dans cette guerre. En réalité, Prigojine ne voulait pas prendre le pouvoir. Il ne voulait pas renverser Vladimir Poutine. Non. Prigojine avait été touché dans son ego. Et quand tu es dans sa position, ça se comprend. Je veux dire, le mec a passé plus de 10 ans en prison. Et en sortant de prison, il est devenu vendeur de hot-dog. Et en commençant vendeur de hot-dog, il est devenu multimillionnaire. Il a lancé un business de hot-dog qui a contribué à le rendre millionnaire, fait 9 ans de prison et conduit aussi bien des armées de trolls en ligne que des armées de mercenaires, qui est Evgeny Prigojine, le traître de Poutine, qui est parti libre en Biélorussie après sa tentative de coup d'État avorté. C'est un truand et un chef de guerre hors norme. Prigojine, né au début des années 1960. Jeune homme, il s'entraîne pour devenir skieur de fond professionnel, mais laisse rapidement tomber le sport pour se tourner vers la délinquance. De petits vols, il se retrouve à commettre de plus en plus de grosses infractions, si bien qu'il est condamné à 12 ans de prison à seulement 20 ans. Quand il sort, au bout de 9 ans, c'est les années 1990 et Prigojine, de retour à Saint-Pétersbourg, décide de se lancer dans un business étonnant, la vente de hot dogs. L'Union soviétique est dans le chaos total, lui commence à faire fortune dans la restauration. Il ouvre plusieurs établissements haut de gamme, c'est ici qu'il rencontre de nombreux hommes politiques influents comme Vladimir Poutine, George W. Bush ou alors Jacques Chirac. C'est à cette même époque qu'il ouvre le premier casino de Saint-Pétersbourg et tape définitivement dans l'œil de Poutine dès le début de sa présidence en 2000. Parti de son stand de hot dog, Prigojine gagne alors son surnom de fidèle cuisinier de Poutine. Il devient un homme riche grâce à des contrats publics qu'il signe avec le ministère de la Défense ou l'Éducation nationale. C'est comme ça qu'il se retrouve à nourrir des millions de personnes. À partir de ce moment-là, il n'a plus qu'une obsession, grimper les échelons, et pour ça, il faut faire plaisir à Vladimir Poutine. Il développe alors des usines à trolls qui auront un rôle central dans la désinformation pro-russe pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, traîne aussi dans des milieux mafieux, fait de l'intimidation et est même suspecté d'être lié à des disparitions d'opposants à la fin des années 2010. Et il décide aussi de satisfaire une autre obsession du président russe, la sécurité. Il finance alors la création de Wagner, sa fameuse milice privée qui a aujourd'hui pignon sur rue à Saint-Pétersbourg. Prigojine ne crée pas Wagner. Elle est fondée par Dimitri Aoutkin, un ex-officier du GRU et néo-nazi notoire, mais lorsqu'il en prend la tête, il lui donne une dimension internationale, lui apporte son argent et ses contacts. Pour Wagner, il est aussi en charge de recruter entre 30 000 et 50 000 prisonniers russes pour en faire des mercenaires et leur promet l'annulation de leur peine contre 6 mois de service. Une seule règle, interdiction de déserter, sinon c'est la mort. Cet homme a quand même une vie incroyable. Il a eu une ascension fulgurante. 10 ans en prison. Et quelques années plus tard, le mec devient milliardaire. Il a le pouvoir financier. Et ensuite, on le met à la tête d'un groupe de mercenaires. Il a le pouvoir militaire. Et quant à ceci, pouvoir financier extrêmement puissant et pouvoir militaire aussi puissant, ah ben dans le fond, tu deviens un chef d'État dans l'État. Et là, tu te sens pousser des ailes. C'est normal. Il y a de quoi péter un plomb. Mais là où le bas blesse, là où on a touché l'orgueil de Prigojine, c'est quand on l'a informé que son groupe de mercenaires Wagner allait être sous la coupe du ministère de la Défense. Or, dans ce ministère de la Défense, il y a un chef d'état-major qui s'appelle Gerasimov. Et ce gars-là, c'est son pire ennemi. En plus, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, est son concurrent direct. Parce que lui aussi a une milice privée qui s'appelle Patriote. Et tu vois, Prigojine avait lancé la mode de récupérer des gars en prison pour les envoyer sur le terrain de guerre. Je représente un groupe paramilitaire. Vous avez sûrement entendu parler de Wagner. La guerre est difficile,
Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan ou la Tchétchénie. Une campagne de recrutement façon Yevgeny Prigojine, ici au centre, c'est un ton ferme et sans détour. Le contrat est clair, 6 mois de guerre en Ukraine et vous êtes libre. Les règles sont très strictes. Le premier péché est la désertion. Personne ne peut être fait prisonnier, personne ne recule, personne ne se rend. Lorsque vous serez formé, on vous dira comment vous comporter. On vous parlera de 2 grenades que vous devrez avoir avec vous si vous vous faites prendre. Et pour les déserteurs, c'est le peloton d'exécution qui les attend. Pas d'alcool ni de drogue, pas de pillage dans les zones de combat et aucun contact sexuel avec la population locale. Ces images vont à l'encontre de tout discours officiel. Et donc il se faisait de l'argent avec ça. Or, c'est Sergei Shoigu qui allait reprendre justement cette mode grâce à son entité Storm Z. Bref, le mec au fait, il voit qu'il était tout là-haut, c'était un chef d'État dans l'État, et que finalement, on va lui enlever du pouvoir. Ce qui va le faire dégringoler, et il ne sera plus un chef d'État dans l'État. Non, il sera tout simplement un pion d'un ministère. Maintenant, je comprends mieux quand je voyais plein de vidéos de Prigojine qui se plaignaient contre le ministère de la Défense. Il leur parlait, mais comme à des merdes. À qui sont tous ces morts? À des pères, à des grands-pères, à des fils et à tous ceux qui ne nous donnent pas ces putains de munitions. Ils finiront tous par brûler en enfer. Il nous manque 70% de munitions. Shoigu, Gerasimov, où sont ces putains de munitions? Regardez les corps. Vous vous prélassez dans les clubs les plus luxueux. Vos enfants s'amusent. Ils font des vidéos sur YouTube. Vous croyez quoi tous? Que vous êtes les maîtres de leur vie? Que vous pouvez disposer de leur vie? Vous croyez que parce que vous bombardez des entrepôts en Ukraine, ça vous autorise à faire ce que vous voulez de leur vie? Il y a un calcul simple à faire. Si vous nous donnez assez de munitions, il y aura 5 fois moins de morts. Ce sont des volontaires qui viennent mourir pour vous. Gardez ça à l'esprit. Mais là où Prigojine a fait une erreur, c'est qu'il a oublié un élément extrêmement important. C'est que ce groupe-là, il n'en était pas le patron, non. Il en était simplement le gestionnaire. D'ailleurs, Ce que vous nous dites est très intéressant, c'est que Wagner pour Poutine, Wagner pour le Kremlin, est plus important que Prigojine et qu'ils font la différence entre les deux. Donc Prigojine n'a plus de raison d'être s'il est un obstacle à ce fonctionnement, c'est ça que vous dites ? Tout d'abord, il faut partir du postulat que la milice Wagner est une possibilité de promouvoir les intérêts de Poutine à l'extérieur, à l'étranger. En fait, c'est une entreprise d'État qui a été transmise pour la gestion dans les mains de Prigojine. Il n'a jamais été propriétaire de ce projet. Il a été le gestionnaire de ce projet. Il était efficace, certes, mais il n'était que gestionnaire. Il n'était pas le propriétaire. Et donc, le fonctionnement de ce projet est très important, oui. Je me rappelle encore de l'époque où Vladimir Poutine niait en bloc qu'il avait des liens avec le groupe Wagner. Ce n'est pas l'État. Elle ne reflète pas les intérêts de l'État russe. C'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Et je t'avoue que j'ai souri au moment où il avait dit qu'en réalité, il avait donné plus d'1 milliard de dollars au groupe Wagner. Nous avons toujours traité les combattants et les chefs de ce groupe avec beaucoup de respect, car effectivement, ils ont fait preuve de courage et d'héroïsme. Nos soldats, nos officiers de l'armée russe
volontaires ont travaillé dans ces conditions de guerre avec abnégation. Ils ont fait preuve d'héroïsme. Et tous ceux qui ont servi, qui ont travaillé dans cette société Wagner ont bénéficié du respect dans notre pays. En même temps, je voudrais remarquer que nous le sachions tous, l'entretien du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État, du budget du ministère de la Défense, du budget d'État. Nous financions entièrement ce groupe. De mai 2022 à mai 2023, pour entretenir l'État a payé à Wagner 86 milliards 262 millions de roubles, dont les soldes 60 milliards, les intéressements 15 milliards, les assurances 110 milliards 179 millions. Sachant que le propriétaire de la société Concorde, à travers notre réseau militaire, sachant que l'entretien a reposé sur les épaules de l'État, le propriétaire de la société Concorde a obtenu, a gagné sur le dos de l'État, en fournissant la nourriture, notamment à l'armée, il a gagné 80 milliards de roubles. Donc c'est l'État qui entretenait, et qu'une partie de ce groupe, la société Concorde, en même temps a gagné 80 milliards de roubles. J'espère que au cours de ces travaux, personne n'a rien volé, ou disons a volé moins, mais nous allons nous y intéresser et mettre de l'ordre. En réalité, moi je comprends pourquoi Vladimir Poutine a nié constamment. Tous les États nient qu'ils ont des groupes de mercenaires privés. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intérêt étatique. C'est-à-dire que parfois, tu as besoin d'intervenir sur le terrain, mais de manière travestie. Et aussi, t'as pas envie de te salir les mains. Donc si tu as un groupe de mercenaires, tu peux les envoyer partout dans le monde pour tes propres intérêts, sans te salir les mains. Ils vont le faire à ta place. Raison pour laquelle le groupe Wagner est parti en Syrie. Raison pour laquelle le groupe Wagner est parti en Afrique. C'est le joker de Poutine. C'est-à-dire quand il veut intervenir quelque part dans le monde et que ce ne soit pas la Russie qui intervient, il envoie Wagner. Je pense que Wagner a joué un rôle sur ce qui s'est passé en 2014 en Crimée. Wagner... C'est comme un poste avancé ? Oui, ce sont des mercenaires. Donc ce sont des gens qui savent se battre, qui sont très bien payés et qui n'ont pas de limite morale. Et le truc, c'est quoi? C'est que Prigojine, c'est normal qu'il soit senti pousser des ailes. Parce qu'aussi, dans chaque terrain où il intervenait, il gagnait de l'argent. Déjà, il était payé par les États où il intervenait. Mais en plus, tu vois, il se partageait la rente des ressources naturelles. Donc bref, sur ce coup-là, je pense que Poutine a fait une grave erreur. L'erreur de Poutine, c'est qu'il a sous-estimé la docilité et la rapacité de l'adversaire. Mets-toi un petit peu à la place de Vladimir Poutine. T'as un gars qui est sorti de prison. Il a réussi dans les hot dogs et tu lui donnes sa chance. Et il te prouve que tu peux lui faire confiance. Donc tu lui donnes des contrats. Tu lui augmentes son pouvoir financier. Après, tu lui donnes un pouvoir militaire avec une milice armée. Le gars devrait tout te devoir. Or, t'es dans un milieu où plus tu montes en altitude, moins t'as d'amis, moins t'as de gens qui se souviennent des bienfaits que tu leur as fait. Pourquoi? Parce que autour du pouvoir,
il y a que des loups affamés, des gens qui ont faim, des gens qui ont du pouvoir, des oligarques milliardaires, des Prigogine. Or, ces gens-là, ils ont tous dans un coin de leur tête l'idée de se dire que, ok, je suis chef d'État dans l'État, mais j'ai assez de pouvoir pour pouvoir devenir un jour chef d'État à la place du chef d'État. Et ça, je pense que Poutine, il en est conscient par rapport aux oligarques qu'il y a autour de lui. Mais il n'aurait jamais soupçonné un gars qui partait de rien et à qui il a donné sa chance de lui planter un couteau dans le dos. Je m'adresse aux citoyens de Russie, au personnel des forces armées, des forces de l'ordre et des services spéciaux, à ceux qui défendent actuellement leur position de combat, repoussant les attaques ennemies, et qui le font héroïquement. Je le sais, j'ai parlé avec des commandants ce soir. Je m'adresse aussi à ceux qui ont été entraînés par tromperie ou menace dans cette mésaventure criminelle et qui ont été forcés sur la voie de ce crime des plus graves, une insurrection. Aujourd'hui, la Russie mène une bataille extrêmement dure pour son avenir, repoussant l'agression des néo-nazis et de leurs maîtres. En fait, toute la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est dirigée contre nous. Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance, pour le droit d'être et de rester la Russie un État à l'histoire millénaire. Cette bataille, où le sort de notre peuple est en jeu. Et elle exige l'union de toutes les forces, l'unité, la consolidation et la responsabilité. Au moment où tout ce qui nous affaiblit, tout conflit que nos ennemis extérieurs utilisent pour nous saper de l'intérieur doit être mis de côté. Et par conséquent, les actions qui divisent notre unité sont en fait une apostasie de son propre peuple. De la part de compagnons d'armes, c'est un coup de poignard dans le dos pour notre pays et notre peuple. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Je le répète, toute agitation intérieure est une menace mortelle pour notre État. Pour nous, en tant que nation, c'est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront sévères. Tous ceux qui se sont engagés consciemment sur le chemin de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont engagés sur la voie du chantage et du terrorisme. Et ils subiront l'inévitable châtiment. Ils répondront devant la loi et devant notre peuple. En tant que président de la Russie et commandant en chef, en tant que citoyen de la Russie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre notre pays, pour protéger l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté des citoyens. Ceux qui ont organisé et préparé le soulèvement militaire, qui ont levé les armes contre leurs compagnons d'armes, ont trahi la Russie. Ils devront en répondre. Et sur ce coup-là, il a mal calculé la nature humaine de Prigogine. Parce qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui veut dégringoler, descendre d'altitude du pouvoir. Chaque être humain veut s'accrocher ou monter plus haut. Tu le vois en politique, tu vois. Tous les politiques qui sont ministres ont tous dans un coin de leur tête la place de président de la République. C'est comme Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie ou des finances, tu vois. Dans un coin de sa tête, il pensait à devenir président. Emmanuel Macron, il a été mon conseiller. Même avant que je ne devienne président de la République. Puis ensuite, quand j'ai été élu par les Français. J'en connais le talent et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il puisse entrer au gouvernement. Il est à sa tâche. Pas seulement. Il doit, comme ministre de l'économie, et nous avons vu les enjeux, permettre qu'il puisse y avoir autant de développement d'entreprises que possible et autant d'investissements que nécessaire. Il est, d'ailleurs, il le fait très bien, un promoteur de l'innovation technologique. C'est sa tâche. Ensuite,
qu'il veuille s'adresser aux Français, aller chercher des idées nouvelles, aller les convaincre. Je ne vais pas l'en empêcher. Il serait un bon candidat. Mais il doit être, un bon candidat. Attendez, je termine. Il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr? Mais j'en suis sûr parce que c'est entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Et dès qu'il a vu une petite faiblesse chez François Hollande, il l'a trahi pour se présenter à la présidentielle. Je sais que vous êtes transparent et pas langue de bois, hein, Philippe Doucet. Est-ce que Emmanuel Macron a trahi François Hollande? Ah bah oui, là il a un profil soit Brutus, soit Balladur, comme on veut, mais je pense que François Poignard Hollande... dans le dos. Ah bah oui, je pense que ce matin, si vous regardez le dos de François Hollande, il y a un beau trou, quoi. Hein, donc ça, il y a un beau trou. Oui, ça c'est sûr. Oui. Parce que c'est clairement la créature de François Hollande, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui n'avait pas de parcours politique, qui n'avait pas d'histoire politique, qui n'a pas d'ancrage territorial. François Hollande va le chercher, il le met secrétaire général adjoint de l'Élysée, il le met ministre. Et après 2 ans de ministère, Emmanuel Macron lui dit « Salut, je vais me présenter contre toi. » Et François Hollande, tout comme Poutine, n'aurait jamais cru que Emmanuel Macron l'aurait trahi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui lui a donné la chance. C'est l'homme qui lui a ouvert la porte. Or, faut savoir une chose. L'être humain, t'as beau être bon avec lui, la faim, sa rapacité du pouvoir, fera qu'il oubliera tous les bienfaits que tu lui as offerts. Maintenant, il est temps de répondre à la question. Est-ce que Vladimir Poutine est-il en danger de mort? Selon moi, Vladimir Poutine s'est mis tout seul en danger de mort en accordant trop de confiance à Prigojine. Le problème, c'est quoi? C'est que le milieu étatique, c'est comme le milieu mafieux. C'est le plus méchant qui gagne. Et ça, j'en avais parlé il y a 2 ans de cela. On vous enverra faire une partie de basketball dans une prison de merde que j'en aurais fini avec vous. Tu ne me reverras plus, je te le promets. Mais je ne veux pas mourir, j'ai jamais fait quoi que ce soit à personne, j'ai jamais... Non, t'as jamais fait quelque chose, non, mais... C'est vrai. Plata o plomo. Ustedes eligen. Le premier moyen pour se faire respecter, c'est d'être craint. C'est ce qu'on nous a appris dans les films avec ces mafieux comme Pablo Escobar, Tony Montana dans Scarface ou dans Training Day. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Frank? C'est un porc qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Frank. Être craint, c'est se faire respecter. Et c'est pour ça que t'en vois parfois certains qui vont devant leur miroir et qui commencent à jouer les durs. Comment tu parles comme ça, mec? Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que on aime ce qui est craint ou est-ce qu'on le déteste? Est-ce qu'on respecte ce qui est craint? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es capable d'aimer quelqu'un que tu crains? Non. Tu la détestes. On déteste les choses qu'on craint. Et le problème avec la crainte, c'est que elle n'attire pas le respect. Elle attire juste plus de peur. Et le problème, c'est que, tu vois, quand tu es dans une position d'un Pablo Escobar, d'un gros mafieux, avec un gang autour de toi, tu es obligé d'être craint. Parce que dans ce genre de milieu, le respect s'atteint avec la crainte. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un réel respect. Et que pour continuer d'être craint, tu es obligé d'être toujours de plus en plus violent. Parce que le jour où, dans ton gang, ou dans ta mafia, il y a quelqu'un qui est encore plus violent que toi, qui est encore plus fou que toi,
il sera plus craint que toi. Et dans cette pyramide du crime et de la méchanceté, celui qui est tout au-dessus, c'est le plus violent, le plus dingue, le plus fou. Et donc, c'est pour ça que tu vois que des gens comme Pablo Escobar, comme des trucs que tu vois au Mexique avec les cartels, ils sont obligés d'être dans la violence, d'attiser la crainte chez les gens, chez leurs adversaires et même à l'intérieur de leur groupe. La lumière du jour. Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police. Et je fais la loi ici. Vous vous faites qui habiter? Allez, vous faites bien rentrer chez vous. Allez, cassez-vous, parce que je vais le buter, je vais le carboniser, ce connard. King Kong est un ringard à côté de moi. T'es dans la configuration du serpent qui se mord la queue. Parce que t'es obligé d'être constamment dans la violence. Mais le problème, c'est que au plus la violence augmente, au plus le degré de détestation qu'on a pour toi augmente aussi. Et le jour où, boum, t'as une faiblesse, où t'es pas bien, on te bute. Ça me rappelle une loi de la nature. Tu vois, le prédateur, quand il va chasser une proie, il ne s'attaque pas à la proie qui est la plus forte, à celle qui est en bonne santé, qui a de la vigueur. Non. Il s'attaque à celle qui est vieille, à celle qui est fatiguée, celle qui est malade, qui présente des signes de faiblesse. Eh bien, tu vois, quand tu es au sein du pouvoir, quand tu es au sein d'un clan mafieux, si tu présentes juste ne serait-ce qu'un signe de faiblesse, les loups affamés là vont sentir cette goutte de sang qui est tombée et ils vont tout faire pour t'attaquer. Et tu vois là, Vladimir Poutine, on va pas se mentir, il a montré un signe de faiblesse. Raison pour laquelle, après que Wagner soit reparti en Biélorussie, il est beaucoup apparu à la télévision pour se remontrer fort. Mais aujourd'hui, la seule solution qui lui reste, c'est de dissoudre Wagner. Et il doit également faire en sorte que Prigojine ne devienne plus rien du tout. Il doit lui couper tout pouvoir. Que ce soit par la mort ou juste en lui enlevant toutes ses entreprises, tous ses biens, tout son argent. Bref, le truc c'est quoi? C'est que dans les lois du pouvoir, si tu laisses ne serait-ce qu'une petite étincelle de pouvoir, d'espoir, putain j'ai le mot pouvoir en tête, si tu laisses une petite étincelle de pouvoir, d'espoir, putain, ça ne veut pas sortir. Donc voilà, faut pas que tu laisses une étincelle d'espoir à ton adversaire. Pourquoi? Parce que cette étincelle d'espoir peut lui servir, tu vois, à remonter la pente. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. Tu vois, en Chine, il y avait deux grands guerriers qui étaient à la tête de bataillon et qui étaient alliés au départ. Et à un moment, ils ont été en concurrence. Dans l'histoire de la Chine ancienne, la période de la fin de la dynastie Qin et du début de la dynastie Han est marquée par un conflit majeur entre deux personnages importants, Xiang Yu et Liu Bang. Xiang Yu, issu d'une famille noble, était un général respecté et un chef de guerre compétent. D'un autre côté, Liu Bang venait d'une origine plus humble et n'était pas aussi expérimenté en matière de stratégie militaire. Cependant, ce qui lui manquait en expérience, il le compensait par sa capacité à gagner l'adhésion de ses troupes et à nouer des alliances. Ensemble, Xiang Yu et Liu Bang ont contribué à la chute de la dynastie Qin. Cependant, une fois la dynastie tombée, ils se sont retrouvés en concurrence pour le contrôle de la Chine. C'est là que leurs chemins ont commencé à diverger. Lors de la bataille de Geixia, Xiang Yu a encerclé Liu Bang et aurait pu facilement le tuer. Cependant, Xiang Yu a choisi de ne pas le faire, soit par pitié, soit parce qu'il sous-estimait Liu Bang en tant que menace. Quelle qu'en soit la raison, il a décidé de lui épargner la vie. Cette décision s'est avérée être une erreur fatale pour Xiang Yu. Liu Bang, loin d'être écrasé par l'échec, a utilisé ce répit pour se regrouper, renforcer ses troupes et finalement lancer une contre-offensive. Avec l'aide d'alliés qu'il avait réussi à rallier à sa cause, Liu Bang vaincut Xiang Yu
à la bataille de Geixia. Xiang Yu, désespéré et acculé, s'est finalement suicidé. Liu Bang a ensuite fondé la dynastie Han, qui est devenue l'une des dynasties les plus influentes de l'histoire chinoise. Tout cela parce qu'il a été épargné par un ennemi qui aurait pu, et probablement dû, l'éliminer quand il en avait l'occasion. Et celui qui était le plus fort avait éclaté l'armée de l'autre. Mais il avait pitié de l'autre. Et il s'était dit, non mais c'est bon, je vais pas le buter. Vas-y, pars et pars loin de la Chine. Mais le gars est parti loin et il a reconstitué ses forces. Il avait toujours ce petit espoir. Et il est revenu plus fort. Et il a déglingué l'adversaire qu'il avait frappé au départ. Et lui, il n'a eu aucune pitié. Il a tué tout espoir. Et finalement, ce guerrier a fondé la dynastie des Han, qui sont aujourd'hui au pouvoir en Chine. Et donc, tu vois, je pense que Vladimir Poutine est au courant de cette histoire. Et qu'il n'a d'autre choix que d'éteindre Prigojine. Comme je suis de nature curieuse, j'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu penses de cet épisode géopolitique. Honnêtement, pour ma part, je pense que, tu vois, malgré que tu puisses aider des gens, malgré que tu puisses ouvrir les portes et tout donner, les gens ne te seront jamais redevables. Ils ne te seront jamais fidèles parce que tu leur as donné quelque chose. Parce qu'à un moment, il y a toujours la faim, la rapacité de la personne qui naît en elle. Elle en veut toujours plus. Raison pour laquelle je pense qu'il ne faut jamais pourrir gâter les gens, tu vois, comme il ne faut pas pourrir gâter son gosse. Et il faut toujours donner les choses avec un juste équilibre. Et calculer les conséquences de ce qu'on va faire, de ce qu'on va donner. Et quand tu auras compris ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.